Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un commentaire assez marquant qui compare, disons, le développement des infrastructures sportives au Maroc Oui, avec un sentiment de, comment dire, de surplace, voire de frustration en Algérie. c'est ça. Le texte met en lumière une dynamique où les succès marocains, on pense au dernier mondial par exemple, semblent accentuer une sorte d'immobilisme ou de débat un peu stérile côté algérien. Oui, Allez, on entre directement dans l'analyse. allons-y. Alors, premier point, il y a une force émotionnelle dans ce commentaire, c'est indéniable. Mais peut-être qu'elle gagnerait à être, comment dire, mieux reliée à une analyse de fond. Hmm. L'expression des sentiments, comme ce mot SF Jiddan, cette tristesse face à la situation algérienne, ça donne une touche très très personnelle, engagée. Ah oui, ça accroche tout de suite le lecteur, c'est clair. Exactement. Mais vous avez raison, cette émotion, elle est forte, c'est un atout, mais le risque, si elle n'est pas bien arrimée à l'analyse des causes, c'est qu'on reste un peu en surface. Oui. Ça pourrait passer pour juste de la frustration légitime, mais qui n'apporte pas forcément de nouvelles clés pour comprendre. La faiblesse, c'est pas l'émotion elle-même, mais le fait qu'elle pourrait éclipser un peu l'analyse des mécanismes derrière ce contraste entre cette intelligence marocaine, Zaka ou Maghrébi, Mhm. et ce tâtonnement algérien, Netrabot. L'émotion, elle interpelle, mais elle ne suffit pas à elle seule, quoi. Je vois, je vois. Donc l'idée, ce serait de renforcer le lien entre ce ressenti et des facteurs plus objectifs, mais sans non plus rendre le texte froid, aseptisé. Comment on pourrait faire ça concrètement pour que l'émotion, elle serve de catalyseur et pas de substitut? C'est une excellente question. Une piste, ce serait de systématiser un peu le passage de l'émotion à la question analytique. Par exemple, après avoir dit sa tristesse sur le tâtonnement algérien, Oui, on pourrait enchaîner avec des questions du genre «Mais d'où ça vient au juste, ce sentiment de tâtonnement? C'est un manque de consensus national, comme le suggèrent les allusions aux querelles, ou c'est lié, je sais pas, au processus de décision, à l'allocation des ressources, qui serait moins agile qu'au Maroc, ou les deux?» d'accord. Et pareil pour l'intelligence marocaine. Au lieu de juste l'affirmer, on pourrait donner un ou deux exemples qui vont plus loin que la simple construction des stades, Ah oui, par exemple. par exemple. Cette intelligence, elle se voit où? Dans leur capacité à attirer des partenariats spécifiques pour ces projets, dans une planification à long terme qui pense déjà à l'après, ou dans une com très ciblée qui valorise chaque étape. Même poser la question, si on n'a pas la réponse, ça ancre déjà l'analyse dans du concret. Oui, ça transforme le constat émotionnel en une sorte d'hypothèse sur la structure, sur la stratégie. Utiliser le pourquoi, le comment, C'est ça. pour donner plus de poids analytique à ce qui est ressenti. Ça me paraît effectivement une bonne piste pour enrichir le propos sans le dénaturer. Exactement. L'émotion devient un levier pour une réflexion plus profonde sur les dynamiques. Bien. Alors, abordons un deuxième point, qui est un peu lié au premier d'ailleurs. Le commentaire insiste beaucoup sur ce contraste, où le Maroc qui avance, qui atteint ses objectifs, Yassiloun et Lamoub Tarahum, Mhm. et l'Algérie qui semble piétiner. Mais ça reste un peu suspendu. Quelles sont les implications réelles de ce constat? Oui, c'est un point clé. Le texte décrit bien la divergence. Le voisin avance, réussit à l'international, construit, pendant que l'Algérie serait empêtrée dans des débats internes. نبقى نتحبط ونبقى نعطي الأرض لبعضنا البعض. Le constat est là, la frustration aussi. Oui. Mais après, c'est là la faiblesse peut-être. L'analyse s'arrête un peu au seuil des conséquences. On sent bien que c'est vécu négativement, mais on ne mesure pas ce que ça implique, au fond, pour l'Algérie. Au-delà de la comparaison immédiate, de la fierté blessée, le fameux «et alors?» et reste un peu sans réponse. C'est un peu comme si on décrivait les symptômes sans vraiment parler du pronostic ou des pistes de traitement. Comment on pourrait justement développer cette partie sur les implications sans tomber dans la spéculation pure? Tout l'enjeu est là. Il ne s'agit pas de jouer les devins, mais d'ouvrir des pistes de réflexion à partir du constat. Une première approche, s'interroger sur les conséquences à moyen, long terme. Par exemple, si cet écart continue, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour l'attractivité des deux pays, pour organiser d'autres événements, pour leur image, leur soft power sportif sur le continent ou ailleurs, ou même pour la mobilisation, la fierté des jeunes dans chaque pays. Rien que poser ces questions, Oui, ça élargit déjà la perspective. voilà, ça invite à voir au-delà du stade lui-même. D'accord. Projeter les tendances pour esquisser les effets possibles? C'est ça. Et une autre approche qui peut être complémentaire, explorer la dimension leçon à tirer. Attention, pas pour dire qu'il faut cotier, mais se demander
Au-delà de l'énervement ou de l'admiration, est-ce qu'il y a des éléments précis dans l'approche marocaine, que ce soit la gouvernance des projets, la définition des priorités, la com, qui pourraient inspirer une réflexion critique sur les méthodes en Algérie pour sortir de ce sentiment de tâtonnement? Là, on transforme le constat comparatif, qui peut être un peu paralysant, Oui, en une source possible d'apprentissage, ou au moins d'interrogation constructive sur ses propres pratiques. Ça donne une dimension plus proactive. On passe de la lamentation comparatiste à une réflexion plus stratégique, quoi. Ça recentre sur les leviers d'action possibles en Algérie, plutôt que de rester juste dans la réaction face au succès de l'autre. C'est plus constructif, en effet. précisément. Et ça donne aussi plus de matière, plus de substance à la réflexion une fois le constat initial posé. Ça répond à ce besoin de comprendre les implications plus larges. Alors venons-en maintenant à une expression qui frappe dans le commentaire, c'est l'idée que les succès marocains arriveraient à, je cite, faire taire les clowns des plateaux en Algérie. عرفوا كيفاش يسكتوا مؤرجين بلاطوات هنا عندنا في الجزائر. C'est fort, ça suggère des dynamiques médiatiques, politiques assez complexes. Ah oui, celle-là, elle claque. C'est le genre de phrase qui retient l'attention tout de suite. C'est sûr. Et paradoxalement, c'est peut-être là qu'il y a une petite faiblesse. C'est très percutant, mais ça reste une affirmation, sans être vraiment développée. On voit l'idée, le succès factuel du voisin rendrait certains discours critiques ou dénigrants en Algérie moins audibles, peut-être même ridicules. Oui. Mais le comment, le pourquoi de ce mécanisme, ça reste un peu flou. C'est juste l'évidence des faits qui s'impose. C'est de l'autocensure, c'est l'opinion publique qui change. Le commentaire lance cette piste, qui est fascinante, mais il nous laisse un peu sur notre faim pour en comprendre toutes les implications. C'est vrai que ça ouvre une boîte intéressante sur le rôle des médias, la fabrique de l'opinion. Comment le rédacteur pourrait creuser ça sans pour autant se lancer dans une thèse complète sur les médias algériens, ce qui sortirait du cadre? Une ou deux phrases pour contextualiser ou questionner un peu cette observation. Par exemple, s'interroger sur la nature de ce silence. Ce silence des clients des plateaux, c'est le signe d'une prise de conscience forcée face au concret, ou est-ce que ça révèle plutôt une certaine volatilité, une superficialité du débat médiatique algérien lui-même, où les positions varient selon les succès ou les échecs des uns et des autres? Juste poser la question, ça ouvre déjà la réflexion. D'accord, donc plutôt que d'affirmer, suggérer des interprétations possibles. Exactement. Ou alors, une autre piste peut-être plus descriptive, caractériser, même très vite en général, le type de discours que tenaient ces clowns avant d'être réduits au silence. Sans nommer personne, bien sûr, mais dire quelque chose comme « ces commentateurs, souvent prompts à critiquer les initiatives marocaines ou à verser dans un nationalisme un peu facile, ils se retrouvent aujourd'hui à court d'arguments face à la réalité des projets de l'autre côté. » Ça donnerait un peu plus de contexte au lecteur. Voilà. Pour comprendre qui est visé, quel type de discours est concerné, ça permettrait de transformer cette formule choc, qui est un peu isolée, en un élément d'analyse mieux intégré. Un élément qui éclaire les interactions complexes entre les réalisations d'un pays et le débat public chez son voisin. Donner un peu plus de corps, oui, à cette observation pour qu'elle ne flotte pas juste comme une pique brillante. Je pense que ces pistes permettraient d'approfondir sans trop alourdir. Tout à fait. L'objectif, c'est d'enrichir, de donner de l'épaisseur sans perdre le fil conducteur. Bon, alors si on devait résumer un peu les pistes qu'on a évoquées aujourd'hui pour ce commentaire qui est déjà très interpellant, il y a d'abord cette idée centrale, mieux lier l'émotion et l'analyse. Oui, premièrement, ne pas laisser l'émotion, même si elle est forte et légitime, prendre toute la place. S'en servir comme d'un tremplin vers une analyse plus structurelle. Concrètement, ça veut dire illustrer des concepts comme l'intelligence marocaine ou explorer les causes possibles du tâtonnement algérien, formuler des hypothèses, poser des questions qui dépassent le simple constat affectif. D'accord. Deuxièmement, on a parlé de l'importance d'aller au-delà du constat comparatif, même s'il est frappant, pour explorer vraiment les implications concrètes de cette divergence. C'est ça. Répondre à la question « Et alors ? Qu'est-ce que cette différence de dynamique veut dire à moyen ou long terme ? Quelles conséquences possibles sur l'attractivité, l'influence, la fierté nationale ? Et éventuellement, qu'est-ce que ça peut inspirer comme réflexion critique pour l'Algérie elle-même, dans une optique constructive ? Donner une dimension prospective à l'analyse, en somme. Et enfin, ce troisième point sur l'observation des clowns des plateaux réduits au silence, l'idée c'est d'étoffer un peu cette affirmation percutante.
Exactement, lui donner un peu plus de contexte, soit en questionnant les mécanismes possibles de ce silence, soit en caractérisant brièvement les discours concernés, pour que cette observation soit mieux intégrée dans l'analyse globale des interactions entre les deux pays et de leurs effets sur le débat interne algérien. En résumé, 3 axes pour potentiellement approfondir et renforcer l'impact analytique de ce commentaire, tout en gardant sa force émotionnelle et son style direct. Voilà, ce sont des suggestions, des pistes de réflexion pour nourrir la démarche de l'auteur. On espère sincèrement qu'elles seront utiles. Et bien sûr, si une version retravaillée voit le jour, eh bien nous serions ravis de poursuivre cette discussion. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.